Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à la ville africaine du futur. Les projections sont unanimes. D'ici 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants contre 1,2 milliard aujourd'hui, soit une multiplication par 2 de sa population en 30 ans. Près de 1 milliard d'habitants seront concentrés dans les villes. Une urbanisation galopante qui amène de nombreux défis. Comment faire face aux embouteillages, à la pollution? Comment loger tous ces nouveaux citadins? Un enjeu clé se dessine, réinventer la ville africaine du XXIe siècle. Au sommaire ce soir, enquête sur ces projets architecturaux qui changent le visage des villes sur le continent. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi l'emploi du temps très chargé de Guillaume Kofi et Issa Diabaté, deux architectes ivoiriens au palmarès impressionnant. Vous allez découvrir comment ils travaillent, comment ils se battent pour gagner des appels d'offres et la vision architecturale qu'ils défendent. Puis nous prendrons la direction du Sénégal pour découvrir un chantier pharaonique en train de sortir de terre, la ville nouvelle de Diamniadio, située à seulement 25 km de Dakar, une ville du futur où plus de 350 000 habitants devraient vivre et travailler d'ici quelques années. Impossible de passer à côté, partout dans Abidjan, des constructions de logements, de bureaux, d'hôtels. Les grues sont en action et derrière tous ces projets, on trouve des architectes et des promoteurs immobiliers. Parmi eux, un duo se démarque, Guillaume Kofi et Issa Diabaté. Un duo devenu incontournable sur les chantiers importants de la capitale. Leur objectif, réinventer la ville africaine en commençant par Abidjan. La capitale ivoirienne devrait passer de 5 millions d'habitants à 10 millions d'habitants d'ici 2040, selon la Banque mondiale. Kofi et Diabaté pour une nouvelle ville africaine. Un reportage de Marc Kouo, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. D'une villa commandée par un couple de hauts cadres ivoiriens. Remontez-les comme on a fait hier. À peine arrivé, Guillaume Kofi se dirige immédiatement vers un élément très important du chantier. Ah, ils sont venus planter. Un arbre planté la veille qui peut sembler banal, mais il n'en est rien pour l'architecte. Ah, ce sont les choses les plus importantes. C'est quoi? Quand la nature reprend ses droits. Tous les bâtiments que je conçois doivent s'insérer dans un environnement. Et ils doivent s'insérer dans l'environnement de sorte à ne pas le perturber. Sur ce chantier, tout est fait pour ne pas perturber l'environnement. Jusqu'aux matériaux utilisés pour les murs de la maison, du pisé. Un mot de construction en terre crue, reconnu pour être plus résistant et écologique. Cette signature a fait la renommée de l'agence d'architectes dont Guillaume est l'un des dirigeants, Kofi et Diabaté. À quelques encablures de là, en plein travail dans son pavillon, l'associé de Guillaume Kofi, Issa Diabaté. Pendant que son binôme est sur les chantiers d'Assini, il planche sur un appel d'offres pour la construction des bureaux du groupe Orange au Mali. C'est toujours beaucoup de pression parce qu'on est en compétition avec d'autres et donc il faut véritablement montrer l'essence de sa propre réflexion. Qu'est-ce qui fait que notre projet, que notre proposition est différente des autres, par exemple. Pour l'agence Kofi et Diabaté, l'enjeu est important. À la clé de cet appel d'offres, un contrat à plusieurs
Abidjan, quartier de Cocody. Nous sommes au bureau de l'agence Kofi Diabaté. Il est 18 h. C'est la fin d'une journée de rendez-vous pour Guillaume Kofi et le début d'une longue nuit de travail. Car il ne reste plus que quelques jours avant de répondre à l'appel d'offres pour les bureaux d'Orange au Mali. Cela fait un mois que l'équipe planche sur ce projet à plusieurs centaines de millions de francs CFA, face à d'autres concurrents tout aussi déterminés. À ce stade, les architectes réfléchissent à un moyen de protéger le futur bâtiment de la chaleur. Au Mali, les températures peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés Celsius. Regarde, on peut même aller jusqu'à traitement de la double peau, parler du flux d'air, etc. Après plusieurs semaines de travail, les architectes semblent avoir trouvé la solution. Par le biais de certains systèmes, en fait, on réussit à faire passer une ventilation entre la façade du bâtiment et le bâtiment lui-même. Ce qui permet d'éviter un ensoleillement et une surchauffe sur les éléments vitrés. Avec son système de ventilation naturel, le bâtiment doit protéger les habitants de la chaleur et permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie. C'est ce qu'on appelle un bâtiment bioclimatique. Cette idée devrait permettre à nos architectes de se démarquer des 5 autres agences qu'ils affrontent dans l'appel d'offres. Vous avez dû remarquer que pas tous les architectes ont cette approche bioclimatique. Par exemple, vous allez voir très souvent des bâtiments, pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, même au Ghana, au Mali, etc., avec de grandes façades vitrées qui sont exposées au soleil. Ça, c'est des choses qui sont anti-écologiques, énergivores. Donc, c'est des choses qu'il faut repenser. Repenser l'architecture de manière écologique, c'est l'un des principaux arguments marketing de l'agence Kofi Diabaté. Les deux associés comptent bien jouer cette carte pour les bureaux d'Orange au Mali. Les appels d'offres, c'est le nerf de la guerre pour remporter les gros chantiers en Côte d'Ivoire comme ailleurs sur le continent. Plusieurs mois de réflexion, toute une équipe mobilisée. Mais au bout du compte, la victoire n'est pas toujours au rendez-vous. Vous voyez, il y a un certain nombre de maquettes ici en fait, qui sont des projets de concours qu'on a perdus. C'est pas qu'on n'aime pas perdre, mais on aime bien perdre avec en face des projets effectivement qui nous apprennent quelque chose. Issa Diabaté et Guillaume Kofi. Difficile à impressionner, une chose est sûre, le duo veut garder les projecteurs braqués sur ses projets afin de continuer à élargir son palmarès. Ils tiennent d'ailleurs à nous montrer un appel d'offres remporté récemment. Le siège d'Orange Côte d'Ivoire, donc c'est un bâtiment qui est relativement simple, circulaire, mais qui a une enveloppe en fait qui permet de le protéger de l'ensoleillement direct. Un siège comme celui-là, ça fait bien un peu plus de 30 ans qu'on n'en a pas eu en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs un projet dont on est fier parce que on avait en face de nous de grosses agences à l'international. Très enthousiaste. C'est quand même des projets d'exception, on n'en fait pas tous les jours des comme ça. Ici on est face au golfe d'Abidjan, donc qui a un superbe jardin. Enfin, quand vous regardez la canopée que nous avons en face, et ce serait dommage de s'en priver. Donc le challenge pour nous, c'est d'arriver à faire entrer en fait, ce type de végétation sur le site d'Orange, de sorte que le bâtiment lui-même, au final, dans quelques années, se perde dans la végétation. À terme, ce projet devrait ressembler à une balle de golf version XXL, perdue en plein milieu de la végétation. L'agence impose encore une fois sa signature écologique, du vert partout, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, du premier étage au dernier, avec un objectif bien précis, économiser de l'énergie.
À Abidjan, il existe peu de bâtiments construits dans le respect de l'environnement. Ce siège semble donc s'inscrire dans la vision d'Issa Diabaté et de son associé. C'est d'une architecture africaine plus écologique et fonctionnelle. Mais pour la mettre en œuvre, ils font face à un défi, la matière première. Sur ce chantier, pas de pisé ou autres matériaux locaux et écologiques. 60% des matériaux sont importés. Face à la taille du projet, nos révolutionnaires de l'architecture ont dû se résigner. Malheureusement qu'en Côte d'Ivoire, on ne produit pas d'aluminium, on ne produit pas de carrelage. Donc très vite, on va être limité quand on va devoir construire un bâtiment comme celui-ci. Quand on est dans du résidentiel privé, c'est une autre histoire, mais quand vous faites un bâtiment comme le siège d'Orange, très vite, vous allez être obligé d'avoir recours à l'importation. Avoir recours à l'importation, cela veut dire s'éloigner de sa vision, mais aussi faire face à d'importants coûts de fabrication. Cet après-midi, Issa Diabaté a troqué son habit d'ouvrier pour de nouveaux vêtements. Ceux de promoteurs immobiliers. Lui et son associé se sont lancés depuis quelques années sur ce marché très concurrentiel, dans un Abidjan où la demande en logement explose. Passer d'architecte à promoteur immobilier, une opportunité business, mais aussi la possibilité de mieux imprimer sa marque. Quand vous travaillez au travers de promotion immobilière, vous avez l'attitude d'intervenir sur plusieurs choses à la fois. Ça va des espaces verts, de l'assainissement. Issa Diabaté nous emmène visiter son projet phare, les résidences Chocolat, construites en 2016 dans le quartier de la Riviera Golf. Bonjour, c'est ça. Bonjour Karim, comment ça va? Oui, ça va très bien. Comment ça se passe ici? Oui, dans la salle, ça va. Les résidents sont tranquilles, chez eux. Oui. À part quelques problèmes d'étanchéité qu'on a parfois, mais c'est réglé rapidement avec les différentes entreprises. Ouais. Ce projet est une représentation miniature de sa ville africaine idéale. Pour le comprendre, direction le parking qui se trouve ici au sous-sol. Un parking au sous-sol, ça c'est hors du commun quand même à Abidjan. Oui, pour ce type d'habitat en général, c'est pas très commun. Et la particularité de ce sous-sol, c'est que le fait de mettre des voitures en bas permet de dégager de l'espace là-haut pour justement les espaces verts, des espaces communs. Ici, tout est fait pour optimiser le terrain. Les résidences Chocolat, c'est 14 maisons et 18 appartements. 32 logements en tout, répartis sur un espace d'1 hectare. Traditionnellement, dans ce quartier, un terrain d'1 hectare accueillait seulement entre 8 et 10 logements. Le duo d'architectes en est convaincu. Ce projet peut répondre à l'un des enjeux des mégalopoles africaines. Des mégalopoles qui ne cessent de grossir et de s'étendre, repoussant toujours plus loin les frontières de la ville. Les conséquences de l'étalement urbain sont connues. C'est le fait que, par exemple, si vous devez électrifier un quartier, il faut aller très loin. Si vous devez bâtir un réseau d'assainissement, plus la ville s'étend, plus le réseau est complexe. Et le fait de centraliser tout ça pose un certain nombre de problèmes. On a vu avec les inondations. Plus la ville s'étend, plus il est difficile de s'y mouvoir. Quand vous habitez à la périphérie de la ville que de venir au centre, bien sûr, tout ça crée des embouteillages. Ce matin, ce n'est pas dans une résidence ni sur un chantier que nous retrouvons Issa Diabaté. L'architecte endosse une nouvelle casquette, celle de guide touristique. Sur son temps libre, il organise des visites gratuites des quartiers d'Abidjan, ouvertes au grand public. L'objectif d'Issa Diabaté est d'éduquer les Ivoiriens aux bonnes pratiques d'urbanisme et d'architecture. Aujourd'hui, il a choisi le quartier de Cocody, un choix qui n'est pas dû au hasard. C'est assez rare de trouver des quartiers résidentiels bâtis de cette façon-là, avec autant d'espaces verts. Regardez en fait la quantité d'espaces verts. On est en plein Cocody, mais on a l'impression d'être à la campagne. Ce quartier aux allures de campagne a été construit dans les années 60, considéré comme l'âge d'or de l'architecture en Côte d'Ivoire. Il est encore aujourd'hui
un modèle pour les urbanistes, notamment grâce à ces immeubles construits il y a 60 ans. Quand vous regardez les matières, il n'y a pas grand-chose qui se dégrade en réalité. Regardez par exemple le granito. Bon, il faut y aller quand même pour le, pour le dégrader. Aujourd'hui, malheureusement, on ne construit plus avec cet esprit-là. En fait, aujourd'hui, on est dans une logique nettement plus industrielle. Donc, on achète, on pose, et puis quand ça s'abîme, on remplace. Les méthodes architecturales à Abidjan ont bien évolué depuis, et pas toujours de la bonne manière. Utilisation de matériaux moins solides et moins résistants, construction parfois expéditive pour répondre à la forte demande. Conséquence, des immeubles fragiles qui se dégradent avec des risques d'effondrement. Abidjan était une ville où il y avait moins d'1 million d'habitants et aujourd'hui on est 6 millions, donc ça a forcément un impact sur les structures existantes. Il faut réinventer son urbanisme pour qu'il puisse justement absorber tout ce monde-là et pour qu'il puisse à nouveau faire rêver. C'est là le rêve d'Issa Diabaté et de son associé. Faire d'Abidjan une ville plus durable et mieux planifiée pour les générations futures. Cela passera par de nombreux coups de crayon et beaucoup d'imagination. Un long travail pour redessiner la ville qui les a vus naître. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Issa Diabaté, co-directeur de Kofi Diabaté Group, Thierry Dogbo, architecte, directeur du cabinet CATD et Koupo Nyoleba, architecte d'État, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi conseiller technique du ministre de la Ville. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On a un reportage où on vous voit, Issa Diabaté, on vous a découvert en train de travailler. Alors, première question, comment est-ce que vous définiriez le métier d'architecte ? Alors, c'est une vaste définition. Le métier d'architecte, avant tout, pour moi, c'est de la sociologie. Avant même de monter des briques, de dessiner des traits, il faut savoir pour qui on le fait, dans quel environnement et surtout dans quel objectif. Et c'est en ça que je trouve le métier d'architecte être un superbe métier, justement, pour pouvoir explorer toutes ces choses, en réalité, qu'on n'a pas la latitude d'explorer avec d'autres métiers. Alors, est-ce que vous sentez, Thierry Dogbo, que vous avez quelque chose à ajouter à cette approche de Issa Diabaté ? Pas grand-chose, sauf que ça nous permet également, comme on a l'habitude de se le dire tous les deux, de faire le bonheur des gens malgré eux, parce qu'on a une vision assez presque pernicieuse de la sociologie et du comportement des gens, où on va aller jusque dans les moindres détails, dans les éléments où ils ne pensaient même pas qu'ils pouvaient aller. Je ne crois pas qu'on puisse ajouter quelque chose de plus à la définition d'Issa. Ouais, on va quand même poser la question à Koupo Nyoleba. Alors, votre perspective du métier d'architecte ? Je dirais que, comme l'a dit Issa, c'est un sociologue, l'architecte, mais c'est aussi un philosophe. C'est un communicateur qui crée des volumes qui permettent donc à l'usager de lire un langage. Donc, c'est un communicateur. C'est un inventeur. En tout cas, vous nous envoyez dans la sociologie et la philosophie. Pourtant, vos œuvres sont là, bien physiques. Et ça nous pousse aussi, puisqu'on parle de la ville, à comprendre la différence aujourd'hui entre le métier d'architecte, d'urbaniste et de promoteur immobilier. Voilà. Alors oui, effectivement, disons qu'il n'y a pas une véritable différence entre les deux. Oui. En réalité, qu'est-ce que désire un architecte ? En réalité, un architecte, c'est un chef d'orchestre. Il aime bien, autant qu'il va dessiner, il va bavarder avec son client, il va corriger des plans d'électricité. Donc, c'est un chef d'orchestre. Oui. Et la promotion, c'est un petit peu ça. Et ce qui nous intéresse, nous, architectes, dans la promotion, c'est d'être, depuis le début présent, jusqu'à la fin du processus. C'est-à-dire que nous allons commencer avec nos idées, nous allons ensuite les dessiner, les mettre en forme, nous allons ensuite les chiffrer pour savoir combien ça coûte, les faire financer, les construire et ensuite les vendre. Ouais. Donc en réalité, c'est une chaîne et un processus. Oui, alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont aussi promoteurs immobiliers ? Pas beaucoup. De plus en plus. De plus en plus en Côte d'Ivoire. Oui. Alors pourquoi cette option ? Ben justement parce que ça nous offre la latitude d'être libre en réalité, libre d'exercer notre art. Comme Thierry le disait tout à l'heure, l'architecture c'est un métier qui est un petit peu pernicieux, il faut faire le bonheur des gens malgré eux. Si vous allez vers un client et vous lui dites quel est votre habitat idéal, il va vous sortir une image de magazine.
alors qu'en réalité, la solution n'est pas là. Et pour nous, il est important de pouvoir penser effectivement sociologie, penser philosophie, penser culture, mais également penser technique, penser esthétique, penser urbanisme, pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent au final. Alors, coucou Pogno-les-Bas, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on a combien d'architectes à peu près en Côte d'Ivoire? Bon, on donne souvent, Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes. oui, on Voilà. donne souvent le chiffre 200, mais Oui. inscrit à l'ordre, c'est environ 130. Et c'est suffisant aujourd'hui? Non. Pour un pays de près de 25 millions d'habitants. Est-ce qu'en général, les architectes sont plus concentrés dans certaines capitales plutôt que dans d'autres? Ah ben en Côte d'Ivoire, ils sont tous à Abidjan. Tous à Abidjan. Ouais. on est très loin du On est compte très, très loin et on du compte. continue d'en former quand même. On Vous continue partagez votre d'en- expérience? Bien sûr, on continue d'en former. Et puis, bon, je pense que depuis le travail que l'Ordre des architectes a fait depuis quelques années, on voit, bon, on a pu créer une école d'architecture, on a une bonne dynamique des jeunes actuellement et beaucoup des filles aussi pour essayer d'atteindre cet objectif. Ça va être difficile, mais en tout cas, on est dans la bonne voie. Oui. On est dans la bonne Alors, voie. comment est-ce que vous gagnez vos clients? On a vu tout à l'heure la question des appels d'offres. Donc, j'ai envie de savoir déjà sur la question des appels d'offres, c'est quoi qui peut faire la différence entre deux offres? C'est l'idée, c'est l'audace peut-être, ou peut-être le prix aussi? Alors déjà, chez nous, en tant qu'architecte, on ne parle pas d'appel d'offres, Ouais. on parle de concours. Concours. Et un concours a cela de particulier qu'il est beaucoup plus global. Donc ça va effectivement parler de l'idée du projet, également des finances, de la technicité et de la pertinence du projet par rapport à son environnement. Ce qui est différent dans un appel d'offres où effectivement on va regarder peut-être le rapport qualité-prix. Donc pour nous, ce qui est important effectivement, c'est au travers de concours de démontrer son art en réalité. Comment X ou Y architecte répond à un concours avec sa propre patte, avec sa propre vision des choses. Alors, vous êtes d'accord que l'architecte se sent artiste? Oui, mais c'est d'abord un artiste. C'est un artiste et un technicien. Et comme il le disait tout à l'heure, l'architecte, quand il crée une œuvre, cette œuvre réalisée devient un panneau publicitaire. Et donc, c'est à partir de ces œuvres que la clientèle se multiplie. C'est vrai, il y a des concours, mais il y a des projets gré à gré, mais dû au fait que l'architecte lui-même dégage une personnalité à travers ses œuvres. Alors, on parle d'art, on parle de concours, parlons du projet Orange. Qu'est-ce que ça a de particulier? Est-ce que c'est un chantier impressionnant? On est d'accord. Mais qu'est-ce que ça a de... C'est quoi la spécificité notamment du bâtiment? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce bâtiment, sa spécificité, c'est déjà son aspect bioclimatique. Vous allez remarquer, effectivement, on a vu sur les photos de chantier une espèce de cercle avec un trou au milieu. Ce trou permet d'amener de la lumière naturelle à tous les bureaux. Mais également, sur l'extérieur, si vous regardez bien, vous avez une double peau, en fait, ce qu'on appelle une double peau, c'est-à-dire qu'il y a une façade première qui va être vitrée et une deuxième peau, en fait, qui va protéger cette façade de l'ensoleillement direct. Ça permet d'atteindre des performances bioclimatiques assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins climatiser, on a moins d'apport de rayonnement solaire et également on a une image du bâtiment qui est intéressante justement avec cette double peau. Est-ce que parfois le travail de notre architecte vous inspire? Est-ce que vous vous dites waouh, c'est génial? Est-ce qu'on s'en inspire par exemple, ce projet Orange, ne serait-ce que ça? Bon, je Allez-y, dirais, Coco, moi, je vais. c'est vrai que je suis de l'administration. Ouais. Bon, je suis un architecte. De temps en temps, je conçois quand même, pas Ouais. pour les grands projets. Mais quand on a regardé tout à l'heure l'image, ce que Issa n'a pas dit, le bâtiment a un pied dans l'eau. Et on a un plan d'eau, une grande superficie. Or, le plan d'eau rafraîchit l'air. Ouais. Donc, l'air frais va rentrer dans le bâtiment. Donc, ça fait rêver. Et moi, ça fait une fierté, surtout pour l'ordre des architectes, Ouais. de voir que des Ivoiriens architectes travaillent. Vous êtes de Permanence. vrais artistes finalement. Ah oui, oui. Alors, cette 7% d'honoraires sur le projet qu'on a vu, le projet d'Orange, est-ce que c'est la norme? Ils se sont bien battus. On va dire qu'ils se sont bien battus. Même si on est à 7% ou 6% ou 5%, on est quand même, on caresse quand même le milliard. Est-ce qu'après ça, un projet comme ça, on peut prendre sa retraite? Non, Certainement pas. certainement pas. Justement, vous pensez que Oui. D'ailleurs, les finances sont devant. Oui. Là, on peut raisonner comme ça. Oui. On a envie d'inventer, toujours de créer, Oui. de créer. Donc, Oui. ça motive davantage. Oui, Issa Diabaté, vous voulez je veux réagir? dire que pour la petite histoire, un architecte n'est pas censé aller à la retraite. Un architecte meurt le crayon à la main. Alors, c'est intéressant de voir comment vous pensez, comment vous réfléchissez. Alors, on sait que vous êtes dans la projection. Parlons maintenant de vision architecturale. C'est quoi votre vision aujourd'hui?
C'est la nature, Ouais. la nature et l'environnement. La nature et l'environnement sont très très présents en fait dans la démarche architecturale. Regardez par exemple, Abidjan est une ville où on plante de moins en moins. Quand vous regardez les quartiers qui ont été bien plantés, comme les quartiers de Cocody, Centre, etc., vous avez un effet bioclimatique naturel. En réalité, le bâtiment n'a pas besoin d'être aux premières loges. Le bâtiment doit se fondre avec la nature et son environnement. Vous êtes d'accord tous les trois qu'il faut une approche bioclimatique, qu'il faut tenir compte de l'environnement. Pourtant, ce n'est pas ce qui se fait à Abidjan. De plus, on regarde, on n'a pas de projet vraiment qui nous fasse rêver de ce point de vue-là. Il y a une explication ? Oui, il y a une explication et elle est un petit peu dans la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez posé la question de savoir combien d'architectes il y a en Côte d'Ivoire. Ouais. Et on est 200 pour une population de 25, bientôt 30 millions. C'est pas assez. Si on était déjà 2000, 3000, 5000, vous verriez l'impact de l'architecture sur la ville d'Abidjan. Oui, vous voulez réagir, Thierry? Non, mais justement par rapport à la multiplicité des architectes sur le pays, si on en a plus, on communique plus, parce qu'il y a un gros problème de communication pour pouvoir donner les best practices, comme on dit, les meilleurs comportements à la population pour qu'elle puisse... Pour revenir tout simplement à l'économie par rapport à l'écologie dont parlait M. Coupeau tout à l'heure, si on a un habitat qui est entouré d'arbres, il sera plus frais. Du coup, on n'utilisera pas de climatisation. C'est une chose. Si on n'utilise pas de climatisation, on est tout bon pour l'environnement, puisqu'on ne pollue pas. Et on consomme moins. Et on consomme moins. Et on n'achète pas de climatiseurs pour des populations qui n'en ont pas les moyens. Quand vous regardez, par exemple, les logements sociaux qui ont été faits sur Cocody, le quartier Sikoji, quartier de la Locodrome et compagnie, et que vous regardez comment ils étaient ventilés, il n'y avait pas de climatisation prévue à l'époque. Il y avait des systèmes, des grilles en partie haute pour que la chaleur puisse s'évacuer et compagnie. Mais il n'y avait pas que ça. Sur la maison, il y avait un arbre dans la cour et il y avait un arbre devant. On a l'impression que ça ne sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. Parce que ça ramène de l'ombre et ça ramène de la fraîcheur. Alors, vous êtes architecte, également promoteur immobilier. Oui. Vous voulez donner un modèle. Oui. Vous voulez insuffler une façon de faire. Oui. Qu'est-ce qu'on retient des résidences chocolat? Alors, la résidence chocolat, c'est d'abord de la densification. Dans un quartier qui est, on va dire, haut standing, vous avez l'habitude d'avoir une maison sur 1000 voire 2000 mètres carrés, vous avez 32 logements sur 11 000 mètres carrés. Et ces 32 logements ne sont pas des logements, on va dire, de catégorie inférieure aux autres logements, c'est des logements qui se vendent au même prix que les autres. Au même prix. Oui. Mais en plus de cela, en plus de la densification, qu'est-ce qu'apportent les résidences chocolat? Ça apporte une vie en commun. Ça apporte en fait de la mutualisation. C'est-à-dire que par exemple, il y a un groupe électrogène pour l'ensemble de la communauté. Il n'y a pas de gardien par maison, il y a un gardiennage pour l'ensemble, il y a un jardinage pour l'ensemble, et tout en fait est régi par la communauté. Ouais, on comprend. Alors vous traduisez en ayant toutes les clés en main, les clés du promoteur en main, votre vision d'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'occuper l'espace. C'est absolument ça. Oui. Par contre, les prix sont quand même assez élevé. Et donc, est-ce qu'on peut conclure que bien vivre, c'est réservé à une certaine... Absolument pas. Bien vivre, c'est une question de vision, c'est une question de méthode. Pour preuve, les prochains projets que nous allons faire ne sont pas aussi au standing que chocolat. Ils sont peut-être standing inférieur, mais du coup, ils peuvent agir sur une population qui est plus grande pour faire une économie d'échelle. En tout cas, on l'a vu, si Abidjan continue de s'étendre, comme vous le suggériez, et doit se réinventer pour faire face à l'augmentation de sa population, d'autres pays, quant à eux, parient sur des villes entièrement nouvelles, construites dans des zones désertiques. Des villes avec des bureaux, des logements, des commerces et des moyens de transport. Nous vous emmenons à Diamniadio, une ville nouvelle qui est en train de sortir de terre, un projet initié par le gouvernement sénégalais pour désengorger Dakar. Diamniadio, la ville africaine du futur, un reportage signé Thomas Digobadia et Oscar Noël Sangan. Ce matin, dans cet immense centre de conférence de la banlieue de Dakar au Sénégal, 250 personnes sont réunies pour un sommet international. Dans cette salle de 600 places, des dirigeants politiques, mais aussi des entrepreneurs de tout le continent. Au centre des discussions, le marché unique du transport aérien africain. Au rez-de-chaussée, des stands des principales compagnies aériennes africaines et des multinationales de l'aviation. Le tout dans des infrastructures ultramodernes à quelques pas d'hôtels au standing.
Le fait d'avoir tout à un seul endroit, c'est vraiment bien pour économiser de l'énergie, du temps et faire du business tranquillement. C'est mieux que de devoir faire 60 km depuis l'aéroport pour aller jusqu'au centre-ville de Dakar et revenir ici pour des rendez-vous. Si les participants n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Dakar, c'est parce que ce nouveau centre de conférence, le CICAD, est situé à seulement 20 minutes de l'aéroport, contre 1 heure pour le centre-ville de la capitale. Ce bâtiment, construit en 2014, est l'un des nouveaux pôles d'attraction de la ville nouvelle de Diamniadio. C'est un levier pour le développement du pôle urbain de Diamniadio. Et à cet effet même, beaucoup d'investisseurs intéressés par la zone du pôle urbain de Diamniadio viennent visiter le CICAD. Et ça les motive de voir qu'il y a une infrastructure aussi moderne, aussi bien équipée. À mi-chemin entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne, c'est une cité entière qui est en train de sortir de terre. Diamniadio, un projet pharaonique initié au début des années 2010. Objectif, décongestionner Dakar et ses 3 millions d'habitants en créant une ville nouvelle. Pour bâtir cette ville de toutes pièces, l'État sénégalais a une stratégie. Des partenariats publics-privés pour limiter à court terme ses investissements. En 5 ans, les bâtiments ont poussé. Ministères, zones industrielles, complexes résidentiels modernes, gares ou encore salles de sport. Diamniadio est aujourd'hui un immense chantier à ciel ouvert. Selon les projections du gouvernement sénégalais, à terme, 350 000 personnes habiteront à Diamniadio. Les promoteurs immobiliers ont vite compris l'intérêt d'y investir, comme Telium, un groupe panafricain très présent en Afrique de l'Ouest, dans la construction d'hôtels et de logements. Ici, Telium construit un complexe de 480 appartements, moyens et haut de gamme. Amidou Badji, le directeur de la stratégie, vient faire le point sur l'avancée des travaux. C'est sur un appartement F4. Okay. On a un salon à l'entrée de l'appartement et sur l'aile, on a 3 chambres. La cible du promoteur, des Sénégalais au pouvoir d'achat élevé, qui auront les moyens de s'offrir ces appartements, compris entre 15 et 41 millions de francs CFA. Avant même qu'ils ne soient terminés, 90% des appartements auraient déjà été vendus selon l'entreprise. Nous sommes dans une localité prisée, Diamniadio, avec un véritable mouvement, une affluence de la population au niveau de cette zone, des facilités qui ont été données afin que l'accès soit le plus simple possible via l'autoroute. Donc naturellement, la classe moyenne prévoit, anticipe le dynamisme prochain de cette zone, ce qui explique ce taux de commercialisation assez élevé. Des appartements quasiment tous vendus, mais ce n'est pas tout. À quelques mètres de là, le promoteur construit une résidence de 380 villas pour une clientèle encore plus haut de gamme. Pour vendre ces maisons, il utilise une technique de vente immobilière connue, le VFA, c'est-à-dire une vente sur plan. Ainsi, le promoteur vend ses villas avant même de les avoir construites. Avec l'espace dont tu nous parlais tout à l'heure, l'espace dédié pour le parking. Et, également. De plus, il dispose des fonds immédiatement pour financer les travaux, des fonds qu'il n'a plus à emprunter à la banque. Une économie de temps et d'argent. Le temps qui est pris pour mobiliser des ressources financières et mettre en place une infrastructure, ce temps est largement réduit via les ressources qui sont collectées au niveau du client. Et donc ça permet rapidement aux équipes de pouvoir travailler sur la base des versements qui sont donnés par le client au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Nous voulons être agiles, travailler rapidement et avoir des équipes qui sont assez flexibles pour partir d'un chantier à un autre. Donc ce modèle-là colle totalement à cette idée de performance opérationnelle. Si Telium a fait le choix d'investir à Diamniadio, ce n'est pas tout à fait par hasard. Le groupe a acquis auprès de l'État sénégalais ses 120 hectares de terrain à un prix très préférentiel. Une stratégie assumée des autorités pour attirer des investisseurs. Diamniadio, un lieu de vie mais aussi un lieu de travail. Personne n'habite encore dans la ville nouvelle, mais certains y ont déjà installé leurs bureaux. Il y a 1 an et demi,
3000 fonctionnaires ont quitté le centre-ville de Dakar pour Diamniadio. Au total, 14 ministères réunis dans ces deux grands ensembles. Regrouper ici les services de l'État, le moyen de rendre l'administration plus performante selon l'Agence du patrimoine bâti de l'État. Un organisme gouvernemental qui s'occupe notamment de la gestion de ces ministères. À Dakar, les services administratifs étaient un peu éparpillés. Donc au plateau, donc il y avait une concentration, mais aussi dans la périphérie donc des autres quartiers. Ce regroupement de ces services voilà, donc contribue à une plus grande efficacité dans donc le travail de l'agent public. Fluidifier l'administration, mais aussi désengorger le centre-ville de Dakar, où les embouteillages aux heures de pointe sont cauchemardesques. À terme, 10 000 fonctionnaires et des milliers d'employés du privé viendront travailler dans la ville nouvelle. Sur les 15 millions d'habitants du Sénégal, à peu près les 3 millions résident à Dakar, sur une superficie à peu près qui représente 0,3% de la superficie totale du Sénégal. Ce qui fait qu'il y a une forte concentration humaine avec le déplacement des agents publics vers Diamniadio. Voilà, c'est quand même un grand pas qui est mené vers le désengorgement de Dakar. Ces ministères flambant neufs, ce n'est pas l'État qui les a construits. Comme pour l'immobilier, il a fait appel aux investisseurs privés dans le cadre de partenariats publics-privés. Au départ, le gouvernement accepte de vendre ses terrains à un promoteur à des prix très bas. En contrepartie, ce dernier s'engage à construire le ministère, puis à en assurer l'exploitation pendant au moins 6 ans. Durant ces 6 années, l'État verse un loyer au promoteur. Et à la fin de cette période, l'État devient propriétaire des bâtiments. Ce système permet à l'État de limiter les dépenses publiques. De fait, il n'a pas à investir massivement pour construire ces projets très coûteux. Ça évite donc à l'État du Sénégal de débourser tout de suite voilà, des sommes d'argent voilà, qui peut-être peuvent être investies dans d'autres secteurs et avec les promoteurs privés qui viennent accompagnés de leurs banques, qui conçoivent le projet, qui financent, qui exécutent et qui exploitent. Diamniadio, c'est donc des logements, des bureaux, mais aussi des infrastructures de transport pour connecter le centre de Dakar à la ville nouvelle. Depuis 2013, une autoroute à péage relie la capitale à Diamniadio. Et d'ici quelques mois, le train express régional entrera en service. Au total, 55 km de rails pour 14 stations. De la gare du Plateau dans la capitale jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Avec à mi-chemin, la gare de Diamniadio. Une gare en plein chantier. Et là encore, c'est une entreprise privée, Gétran, qui construit le bâtiment. Diop Baye est le directeur technique de ce grand groupe de BTP sénégalais. Bonjour. Tout doit être terminé dans 2 mois, alors le temps presse. Le Skylight, où est-ce qu'ils en sont? Lorsque Gétran a gagné l'appel d'offres du gouvernement, l'entreprise a reçu un cahier des charges très précis. Construire une gare moderne qui n'ait rien à envier aux gares occidentales, comme on le voit sur ces images fournies par l'entreprise. Chaque jour, environ 10 000 voyageurs devraient transiter par la station, 115 000 sur tout le réseau ferroviaire. Comprenez qu'ici, c'est ça, une gare aux normes internationales, avec des guichets automatisés, avec un système électrique très moderne, un système électronique également. Là, on est carrément à l'accueil. Vous voyez ici, ce sont les tableaux d'affichage. Il y aura un emplacement ici pour des escalators. De l'autre côté, il y aura des ascenseurs. En travaux depuis 2017, la gare serait à 90% terminée selon Gétran. Il ne resterait plus qu'à finir le toit vitré, la partie la plus technique, mais aussi celle qui a coûté le plus cher à l'entreprise. Pour la charpente, elle a dû importer des tonnes de matériel depuis l'Europe. Du matériel introuvable au Sénégal, ce qui a fait grimper le coût du chantier. Au total, la gare aura coûté 30 milliards de francs CFA.
Aussi bien le vitrage que le métal, le revêtement qui est du Corian. Donc tout ça, c'est des produits importés. C'est un matériel à coût de milliards qui a été importé. Donc ça a coûté très cher à Getran. Il nous a fallu un fret carrément aérien pour pouvoir tout amener. Pour l'entreprise sénégalaise, la construction de la gare de Diamniadio est un moyen de consolider sa réputation dans la sous-région. Car si la gare est réussie, elle pourrait lui permettre de gagner de futurs marchés, alors que les projets ferroviaires se multiplient. Dans l'avenir, au moins, s'il y a des gares en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Rwanda ou au Tchad, que Getran puisse être là pour dire voilà, c'est moi qui ai construit la gare de Dakar. Eh bien, je peux vous construire cette gare-là, vous n'aurez pas besoin de faire appel à des étrangers ou des Européens pour pouvoir vous le faire. Parce qu'en ce moment, on aura l'expérience, on aura toute l'expertise, on aura les capacités financières, logistiques et humaines pour l'achever. En créant cette ville nouvelle, l'État sénégalais veut également attirer les investisseurs sénégalais comme étrangers. Ainsi, il a créé une zone franche sous forme de parc industriel. Ici, les entreprises bénéficient de conditions d'installation favorables et de nombreux avantages fiscaux. En un an, une trentaine de sociétés s'y sont installées. Parmi elles, Sewacard, une entreprise sénégalaise spécialisée dans la fabrication de cartes de paiement et d'identification. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, nous allons produire des cartes pour notre client ici. Dans cette pièce, une quinzaine d'employés confectionnent des cartes de crédit. Des cartes qui doivent être ultra sécurisées avant d'être délivrées par les banques à leurs clients. Pour fabriquer ce concentré de haute technologie, Sewacard a dû investir dans des machines coûteuses, importées depuis les États-Unis ou le Japon. Elle a également dû embaucher près de 250 personnes, pour la plupart des développeurs et des ingénieurs. Au total, un investissement de 12 milliards de francs CFA. Une somme très importante, mais s'installer à Diamniadio permettra à Tidiane Wayne, le directeur général, d'économiser sur le long terme. En effet, Sewacard va bénéficier de nombreux avantages fiscaux et douaniers. Exonération douanière totale sur les matières premières et les équipements importés. Exonération fiscale de moitié sur les salaires et charges sociales. La conséquence de tout ça, c'est qu'on aura un prix compétitif. Aujourd'hui, la carte qui va sortir d'ici aura le même prix que la carte qui est fabriquée en France, aux États-Unis ou en Chine. Et donc, on pourra être compétitif sur le marché africain et sur le même à l'international aujourd'hui. Et les banques qui commandaient leurs cartes à l'étranger pourront le commander à partir de la plateforme de Dakar. Si l'État octroie ses avantages fiscaux et douaniers aux entreprises, c'est qu'il compte sur elles pour équilibrer la balance commerciale du pays. Car pour l'heure, le Sénégal importe bien plus qu'il n'exporte. En étant ici, il y a une obligation que 50% de notre production soit exportée. Parce qu'aujourd'hui, ça favorise la balance commerciale du Sénégal. Donc si on importe les pièces détachées en hors taxe, hors douane, arrivé ici, on rajoute notre know-how, c'est-à-dire notre savoir-faire, notre technologie, et on ajoute nos applications qu'ils ont développées par nos développeurs, et on réexporte dans les pays voisins. Redresser la balance commerciale, concentrer les ministères et désengorger Dakar, Diamniadio est l'épicentre des grandes ambitions de l'État sénégalais. Pour l'heure, si la première phase de construction est presque terminée, la ville nouvelle est encore un vaste chantier inhabité. Il faudra des années avant qu'elle ne prenne véritablement vie, des années pour savoir si le projet est au final un succès. De retour sur ce plateau. Alors, j'ai vu que votre attention était concentrée sur ce qui se faisait à Dakar. C'est intéressant de voir ça. Déjà, qu'est-ce qui vous aura marqué, Thierry Degbaud, dans ce reportage? Le gigantisme du projet, ouais. C'est assez impressionnant, c'est ambitieux, c'est bien. C'est une belle initiative. Une ville nouvelle pour désengorger Dakar, créer un nouveau pôle économique et tout ça, délocaliser des ministères. Est-ce que c'est une nécessité pour vous? Bon, quand on suit les commentaires, pour le gouvernement sénégalais, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, c'est le rôle des villes nouvelles. Mais moi, je me pose des questions. Au niveau de la mixité fonctionnelle, ce sera une réussite, ça.
Parce que mixité fonctionnelle, c'est une belle expression dont on a envie de savoir davantage. Ah oui, les différentes fonctions de la ville. Très bien. Habiter, travailler et se recréer. Donc quand on superpose ces fonctions-là... C'est bien l'objectif de Diane Nyadio. Voilà. Oui. Mais c'est la mixité sociale qui m'inquiète un peu. On y reviendra sans doute, mais déjà on voit que Diane Nyadio ambitionne de devenir une Smart City. Alors c'est une question, Issa Diabaté, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que c'est qu'une Smart City? Est-ce qu'on en a en Côte d'Ivoire? Alors jusqu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est qu'une Smart City. Okay. Disons qu'il y a pas mal de définitions, où on parle de connectivité, on parle d'intelligence, etc. etc. À la limite, j'ai envie de dire que toutes les villes devraient être des Smart Cities. Ce qui est intéressant avec Diane Nyadio, c'est que ça se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec des défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire des défis de durabilité. Donc, est-ce que c'est une ville durable? Des défis justement de mixité sociale. Est-ce que in fine, ça va être un espace où tous les pans de la société pourront se retrouver. Parce que, en général, la difficulté avec les villes nouvelles, c'est qu'une ville ne se décrète pas. Une ville, elle croît comme un champignon, elle finit par avoir sa propre personnalité. Et l'exemple, un certain nombre d'exemples nous ont montré en réalité que pour qu'une ville fonctionne, il faut qu'elle fonctionne de façon organique et que les villes nouvelles en général mettent beaucoup de temps avant de devenir fonctionnelles. Aujourd'hui, oui. Nous avons même, je veux dire, l'exemple chez nous. Nous avons Yamoussoukro qui, il y a plus de 40 ans, a été décrété être la nouvelle capitale, mais qui jusqu'aujourd'hui a énormément de mal à fonctionner comme telle. Alors qu'en réalité... Alors, on y reviendra sans doute, mais aujourd'hui, est-ce que, vu la façon dont Dakar est construite, est-ce qu'on avait le choix que de faire autre chose qu'une ville nouvelle pour décongestionner la capitale? Bon, j'ai eu la chance, le privilège peut-être de faire une ou deux émissions sur Dakar. Et ce que j'ai remarqué à Dakar, le foncier est extrêmement cher et il est rare. La ville est très densifiée. Nous ici, par exemple, par rapport à l'emprise d'une voie, on a un recul par rapport à la limite de la chaussée jusqu'au premier bâti qui varie peut-être une dizaine, qui va à 5 mètres et autres. Mais à Dakar, ce n'est pas possible. Oui. Ils construisent à la limite même de la voie. Parce que le foncier est rare et c'est une presqu'île. Et c'est saturé. Donc à un moment donné, il faut décongestionner. Oui. Le projet en lui-même, il est bien, mais on se pose des questions. Bon, aujourd'hui, on vous parlait de foncier. J'avais une question sur ça, justement. Ça coûte cher à Dakar. Mais est-ce qu'avec tout ce qu'on est en train de faire à Diane Nyadio, ça ne va pas également bondir? Par rapport à la réponse qu'ils avaient pour décongestionner Dakar, c'est une bonne idée d'avoir un foncier qu'on donne au privé pour qu'il puisse l'exploiter, puisque l'État apparemment n'a pas les moyens, dans ce cas-là, d'exploiter tout son foncier. Et on a vu qu'il fonctionne par partenariat public-privé, les PPP. Donc, Mais de toute façon, c'est un nouveau mode de fonctionnement qui est général dans le monde. Surtout nos États africains, ils ne peuvent pas tout financer. Donc il faut justement favoriser ça. L'État a commencé par délocaliser les ministères. À Diane Nyadio, oui. À Diane Nyadio, voilà. Oui. Comme 14 ministères qui sont partis. Pourquoi c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Bon, vous savez, on ne peut pas ne pas critiquer. Moi, je suis un fonctionnaire et en Côte d'Ivoire, on sait que les fonctionnaires sont les agents qui ont souvent des difficultés de logement. Vous voulez réagir? Oui, en fait, effectivement, ça aussi, ça fait partie de la ville. Il faut effectivement que pour qu'une ville fonctionne, il y ait toutes les couches sociales réunies sur la même géographie, ce qui permet de rendre la ville fonctionnelle en réalité. Et en général, c'est ça qui est la difficulté des villes nouvelles, c'est qu'on a du mal d'emblée à pouvoir satisfaire en fait toutes les couches de la société à un moment précis. C'est pour ça que les villes nouvelles mettent beaucoup de temps avant de devenir de vraies villes en réalité. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que justement, par rapport à ça, il ne faut pas faire de ville nouvelle. Moi, j'ai un sentiment qui est plutôt mitigé. Oui. Pour moi, une ville nouvelle, elle doit partir d'une ville existante, en réalité. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire... Donc, on ne construirait pas sur un no man's land? Non, on n'a pas besoin de construire sur un no man's land. On peut partir déjà, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous prenez toutes les villes secondaires de la Côte d'Ivoire, elles ont besoin de développement. Elles ont besoin de s'améliorer, elles ont besoin de grandir. Et si effectivement ces croissances-là s'opèrent de façon simultanée, vous allez voir que la pression sur Abidjan va être moindre. Quand on parle de ville nouvelle, on ne parle jamais de cette approche sociologique. On parle des choses qui sont phares, grandes conférences, bureaux. On a diminué le foncier pour que les grandes entreprises viennent. Mais comme a dit ça, une ville, c'est organique. Ça se décrète, certes.
elle se décrète si elle a un pôle économique, si elle a un port, si elle a une zone de passage, si c'est un point agricole, si c'est San Pedro, il y a toujours une économie qui est rattachée à une ville. Mais tant qu'on ne fera pas de développement de ces villes secondaires, on va toujours penser à vouloir faire une ville nouvelle. Voilà pourquoi on est un petit peu sceptique, enfin moi particulièrement, sur la ville nouvelle. Pour vous, aujourd'hui, le plus important, c'est de réussir cette mixité sociale au sein des villes qu'on crée. Alors aujourd'hui, comment, d'après vous, on évite d'importer à Diamniadio les problèmes qui sont nés à Dakar et qui existent à Dakar? Alors, pour moi, il faut repartir à la base et il faut repenser l'urbanisme. L'urbanisme tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est un urbanisme qui a plusieurs centaines d'années, si on veut être honnête. Et aujourd'hui, on doit se projeter dans d'autres préceptes d'urbanisme qui, quelque part, n'existent pas encore parce que les situations que nous vivons sont des situations complètement inédites. La croissance démographique, la faiblesse, quelque part, de l'État qui a du mal à contrôler tout ça. Et du coup, il faut peut-être revenir à des choses qui sont nettement plus simples, des choses que l'on voit déjà, qu'on voit dans notre environnement, comme par exemple la centralité, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez dans un village, quand il y a un chef, vous allez vous rendre compte que les habitants du village ne font pas n'importe quoi. Quand on arrive en ville, la centralité est complètement diffuse, donc chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ça reste aujourd'hui pertinent, je veux qu'on conclue avec ça, par rapport à la situation et par rapport aux objectifs qu'on s'assigne, de faire une ville nouvelle à partir de zéro? Vous hésitez? En fait, moi, je trouve pas ça très pertinent. Parce que moi, je reste encore, surtout dans nos villes africaines et nos pays africains, je reste encore pour un développement de nos villes intermédiaires. Il faut pousser loin la réflexion. Il ne faut pas s'arrêter à l'immédiat. Dans 50 ans, l'espace devient quoi? Qu'est-ce que les couches sociales les plus démunies deviendront par rapport à ces villes-là? L'Africain n'a pas... Il n'y a pas beaucoup de nantis. Hein. La petite nounou qui est à la maison, qui touche 30 000 francs ou 25 000 francs, écoutez, si elle doit venir de Dakar pour aller à Diamniadio, à quel moment elle arrive, à quel moment elle s'occupe de l'enfant. Voilà des questions qu'il faut se poser. Et si elle doit avoir une maison... Voilà. Et si on doit le faire en Côte d'Ivoire, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Donc vous considérez par exemple que ce sont des villes pour des couches aisées? Finalement. Ah oui, pour le moment, ce que je vois, oui. Oui, pour le moment. Ah ouais, pour le moment, ce que Alors, je vois, oui, c'est pertinent aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, une ville nouvelle pour vous, ici à Diabaté? Ça peut être pertinent si on va au-delà du bâti. Là, aujourd'hui, en fait, la plupart des villes nouvelles, qu'est-ce qu'on voit? C'est des infrastructures et des bâtiments. Mais une ville, c'est des gens, c'est des cultures, c'est une sociologie. Comment est-ce qu'on fait vivre tout ça en réalité? Donc, par exemple, vous pouvez avoir le meilleur bâti qui puisse être. Effectivement, si vous n'avez pas travaillé la sociologie en amont, et si vous ne savez pas comment vous allez héberger votre personnel, votre ville ne va pas fonctionner. C'est comme dans une maison, quand vous avez différentes pièces. Si, par exemple, chez nous en Afrique particulièrement, si la zone de service et la zone de cuisine ne fonctionnent pas, votre maison ne fonctionne pas. Donc, effectivement, ville nouvelle peut-être, mais il faut véritablement un vrai accompagnement et de vraies réflexions qui puissent vraiment soutenir ces dynamiques-là. En tout cas, on vous a compris ce soir. Vous, votre préférence, c'est bien de développer les villes qui existent, ne serait-ce qu'aux périphéries des grandes villes. Tout l'investissement qu'on aurait pu mettre dans une ville nouvelle, injecter ces ressources dans des villes qui existent pour permettre leur développement, mais ça peut être pertinent par rapport au cas, pourvu qu'on y mette l'accompagnement stratégique et sociologique qui va avec. Merci à vous, chers invités, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci, ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Vous le savez, c'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, très bonne suite de programmes sur RTI1.